Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Versailles 1919, publié par GMT Games en 2020 et designé par Mark Herman et Jeff Engelstein. Alors, Versailles 1919, euh, un jeu quand même qui se joue à 4 joueurs. Et personnellement, là, on a tellement de jeux dans notre collection là, que je suis pas un fan de jouer là comme évidemment ça peut jouer à deux, je pense que ça peut même se jouer en solitaire. Je pense qu'il y a même un bot là, qui existe là. Ça peut jouer à deux, à trois, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un jeu à 4 joueurs là. Tu sais, si vous êtes moins que ça, plus que ça, continuez de fouiller dans votre collection pour sortir un autre jeu, puis lui attendra un petit peu là. C'est vraiment un jeu à 4 joueurs, puis un jeu rapide. En plus, là, bon, j'ai vu 60 à 120 minutes sur Board Game Geek, là, disons 2 heures, là, quand même, là. Surtout s'il y a un petit peu de, comme on dit, de table talk puis de négociation, là, attendez-vous à ce que ça prenne 2 heures, mais tu sais, c'est pas un jeu qui va vous prendre une journée, là. Fait que c'est quand même rafraîchissant. C'est pas un wargame en soi, c'est plutôt un jeu là, historique, là, si on veut, avec un thème historique là, qui est souvent populaire auprès des amateurs de wargame comme moi, d'une manière ou d'une autre. Le thème, pour ceux qui sont pas familiers, là, l'année devrait sonner une cloche, là, il devrait vous mettre la puce à l'oreille, là. On est en 1919, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Et il y a 4 grandes puissances là, qui sont réunies à Versailles là, pour discuter de comment essentiellement on va se diviser là, ce qu'on appelle les spoils of war, là. Alors, comment on va se diviser là, la tarte, la fameuse tarte après la guerre, à quoi va ressembler le monde de l'après-guerre. Donc, c'est les vainqueurs là, qui se réunissent et qui se disent, bon, ben, avec, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du monde? Alors, il y a énormément, là, on va voir ça sur les fameuses issue cards qui sont présentes dans le jeu, là. Fait que nous avons donc les Anglais, les Américains, les Italiens et les Français qui sont assis à la table. Alors, comme je dis, c'est possible de jouer à 3, c'est possible de jouer à 2. C'est vraiment un jeu qui shine à 4. Alors, c'est ça le thème. C'est purement là, sur les négociations d'après-guerre. Là. Vous n'allez pas rien envahir là-dedans. Bon, il y a un peu de violence sous-entendue avec les unrest puis les soulèvements qu'il peut y avoir dans les différentes régions du monde, là. Mais là, c'est pas un jeu où vous allez vous tapocher là, à qui mieux. Là. Le gagnant va être la nation qui va s'en sortir le mieux dans l'après-guerre, qui va avoir le mieux réussi, comme on dit, à tirer la couverte de son bord puis à négocier de sorte là, vraiment là, que sa nation se trouve bien positionnée pour l'après-guerre. Là. Ok, je vais tout de suite faire ma petite critique. Euh, j'ai joué 3 games, je pense, de Versailles 1919. J'ai joué 3 games à 4 joueurs. J'y ai donné sa chance. J'ai pas accroché, personnellement. J'ai pas tripé. Il y a bien peu de négociations malgré le thème. Puis une des raisons pour ça, là, c'est qu'il y a une très grande, pour moi, peut-être une trop grande symétrie entre les factions. Alors, toutes les factions commencent avec 15 cubes, avec 3 disques qui représentent là, le militaire, là, si on veut. Là. Et c'est très mathématique, c'est très aride comme jeu. On place des cubes sur des issues, on gagne les issues pour avoir des points de victoire. On déploie nos unités militaires dans différentes régions là, pour aider à garder la paix. Là. Mais mais c'est ça, côté négociation, ben on n'a pas de carte en main, on n'a pas d'unité sur une map, on n'a pas rien là. Fait que les négociations là, ça se résume à laisse cet issue-là tranquille, puis je vais te laisser tranquille pour l'autre, ou je vais te laisser gagner cet issue-là, mais en échange, je mets pas de cube sur telle autre carte. C'est assez basic là, quand on compare à d'autres jeux de négociation comme Here I Stand ou Virgin Queen, si vous connaissez, là, où là, ça peut être très riche parce qu'on a une main de cartes. Fait que je vais jouer cette carte-là pour toi. En échange, bouge tes troupes ici, mets de la pression sur cette personne-là. Ça, pour moi, c'est des négociations un peu plus riches. Dans ce jeu-là, au final, je ne l'ai pas senti tant que ça. J'aime beaucoup les jeux asymétriques. Ce jeu-là est très symétrique.
Puis il n'y a pas beaucoup de surprises non plus dans ce jeu-là. C'est assez convenu. Là, une fois que la game commence, encore là, vu que personne a des cartes en main, là, l'effet de surprise est quand même assez limité. On résout des chiots, on révèle des chiots qui semblent au final assez similaires aux autres qu'on a fait à date, là. J'ai l'impression, puis c'est un commentaire qui revient souvent sur BGG, j'ai l'impression qu'au final, c'est une chasse aux icônes. Alors, vous aurez remarqué que les cartes comportent beaucoup d'icônes. Ces icônes-là vont avoir une importance plus ou moins grande en fonction, entre autres, de la carte stratégie que vous allez avoir choisie à droite. Puis à un moment donné, une fois que notre carte stratégie est choisie, là, on dirait qu'on arrête de checker le nom des événements, là, puis on se met juste à checker, là, mettons, moi, des icônes d'industrie, c'est bon pour moi. Fait que ces deux issues-là, là, ce serait important que je les mette sur la table puis que j'essaye de me battre pour les gagner, là. On se met à courir après des icônes, puis on dirait que le flavor ne, ne se, ne se transmet pas bien, ne se transfère pas bien sur les joueurs, là. Puis comme joueur compétitif, une affaire qui me m'énerve beaucoup, c'est le fait que il y a un avantage et un inconvénient à ça. À un moment donné, c'est impossible de savoir qui mène dans le jeu. On va le voir à la mesure qu'on explique, là, mais à un moment, il y a tellement, là, écoute, le calcul, le décompte de points à la fin, là, le faire sans faire d'erreur, c'est quand même un défi, là. Puis c'est quelque chose que chaque joueur a fait de son bord, là, puis il prend quand même quelques minutes à faire. Fait que de garder le compte live de tout ça, de dire, hop, là, l'Américain a 5 points de victoire de plus, l'Anglais a 2 points de victoire de moins. Premièrement, vous allez capoter, puis vous allez vous tanner avant la moitié de la game, là. Fait que l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a, pas beaucoup de ce qu'on appelle de king making. C'est-à-dire, là, c'est pas comme une traque de points de victoire où on dit, ah là, l'Américain est en premier, là, fait que tout le monde contre l'Américain, il faut essayer de nuire à l'Américain parce que c'est lui qui mène. Fait qu'il y a moins de king-making, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'on chauffe à l'aveuglette un peu, qu'on conduit à l'aveuglette, puis qu'à la fin, à la surprise générale, c'est le Français qui a gagné, c'est l'Italien qui a gagné. Puis on découvre ça tout le monde ensemble, puis on dit, ah ben, coudonc, bonne partie. Je savais pas que tu avais tant de points que ça, j'avais mal calculé mes affaires, tu sais, fait que moi, ça me picosse un peu, cette affaire-là, là. Je vis ça un peu aussi avec ceux qui connaissent 1960, Kennedy contre Nixon, là. Évidemment, c'est un jeu d'élection. Quand tu arrives à la fin, ben, c'est là qu'on fait le décompte final. Fait que tu peux essayer de tenir le compte de chacun des États américains live là, pour savoir là, c'est-tu Kennedy ou c'est-tu Nixon qui est en train de gagner. Mais encore là, la plupart des joueurs se tannent, puis on arrive à la fin, puis on dit ah, ben c'est Nixon qui a gagné. Ben, c'est un peu la même chose dans ce jeu-là. Il n'y a pas de track de points de victoire officiellement. On les compte à la fin, puis on fait notre possible tout le long du jeu. Ceci étant dit, beaucoup de choses peut-être en apparence négatives. Tous les jeux, moi j'ai pour mon dire que tous les jeux ont des concepts intéressants. C'est le cas dans Versailles ici, puis à mesure que je vais vous expliquer les règles, je vais highlighter là, certains concepts que je trouve qui sont innovants, puis que je trouve qui sont intéressants. Puis évidemment, là, tous les jeux ne sont pas pour tout le monde. J'ai mes préférences, vous avez vos préférences. Pas parce que vous suivez la chaîne que vous aimez là, 100% les mêmes jeux que moi. Alors, je vais quand même, là, rassurez-vous, là, j'ai dit ce que j'avais à dire là, puis je vais pas le bâcher à toutes les 5 secondes pour vous enlever le goût. Si c'est un jeu qui vous intéresse, là, sachez que je vais le présenter de manière objective. C'était la petite intro. On va prendre le temps de parler quand même des conditions de victoire. Fait que j'en ai déjà parlé rapidement. À la fin, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne. Donc, les points de victoire dans ce jeu-là, là, il s'agit de l'espèce de boule qu'il y a à côté du 4 ici. Là. Ça, c'est le symbole de points de victoire dans ce jeu-là. Donc, quelles sont nos sources de points de victoire? Bien, d'abord, le bonheur de votre population est une source de points de victoire. Alors, tout le monde commence à vaincre, une mesure abstraite du bonheur de votre population, et ça va avoir tendance à baisser plutôt qu'à monter, ce chiffre-là, là. Au fur et à mesure là, que je sais pas trop, là, le peuple suit via les journaux, là, les négociations à Versailles, là, puis là, après, ah non, dis-moi pas qu'ils ont décidé ça, dis-moi pas qu'ils ont décidé ça, là, ben là, le peuple est plus ou moins satisfait, mais souvent moins satisfait que plus. Alors, ces marqueurs-là vont avoir tendance à descendre au cours de la game. Et à la fin de la game, dans un match à 4 joueurs, c'est un peu typique, là, mais celui qui a le plus de happiness, de bonheur, va scorer 6 points de victoire, ensuite 4, ensuite 2, puis le dernier score rien.
puis encore si jamais votre happiness est vraiment droppé à 0. À ce moment-là, vous perdez 5 points de victoire. Donc, non seulement vous n'en faites pas, mais vous perdez 5 points de victoire. Dans le cas où il y a égalité, par exemple, si l'Italien et l'Américain sont premiers et finissent à égalité ici, on va venir mettre le Français ici, puis on va venir mettre le Britannique ici. Là, vous voyez le Japon, puis vous dites, mais est-ce qu'on peut jouer à 5? Non, le Japon est comme une faction non-joueur dont seulement le happiness va se promener sur la track, là, puis ça peut avoir une influence sur certaines cartes, on va le dire de même pour l'instant. Dans un scénario comme ça, l'Américain et l'Italien scorent 6 points de victoire. On se trouve à skipper le 4. Le Français va scorer 2, puis le Britannique va scorer 0. Donc ça, c'est la première source de points de victoire. L'autre grande source de points de victoire, celle-là, c'est quand même modeste, même au final, cette source-là de points de victoire. Une des plus grandes sources de points de victoire, c'est les fameuses, ce que le jeu appelle des issues, là, qui sont comme des enjeux dont les dirigeants devaient débattre à Versailles. Là, chacun de ces issues-là vaut un certain nombre de points de victoire et ces cartes-là vont se retrouver, vont être gagnées entre guillemets là, par les joueurs et vont être accumulées comme ça. Euh, là, on va les corder comme ça là, de gauche à droite. Là, donc dans ce cas-là, le Français scorerait 7 points de victoire sur ses issues contrôlées. Là. C'est pas rare dans une game à 4 que ça va se rendre à peut-être 25-30. Fait que, comme je disais, là, c'est une plus grande source de points de victoire là, que le bonheur et le happiness. L'autre chose qu'on va venir mettre sur ces cartes-là, dépendamment le joueur qui la gagne, qu'est-ce qu'il choisit comme option. Là. Chaque issue peut avoir 2 ou 3 options. Et quand un joueur choisit ces options-là, il va venir mettre là, les jetons en question là, sur le issue card. Et certains de ces jetons-là ont un drapeau national, comme on voit ici. Là. Donc, le Britannique, par exemple, va scorer 1 point de victoire pour chaque jeton qui a son drapeau sur ses issues à lui. Alors, si ce jeton-là ici se trouve sur une carte contrôlée par le Français, là, le Britannique ne score pas de point de victoire par défaut. Là. Donc, chaque camp va scorer 1 point de victoire par jeton qui a son drapeau sur ses issues qu'il contrôle. Et la dernière source de points de victoire, et non la moindre, c'est ce qu'on appelle les cartes stratégies qui sont ici. Là. Fait qu'il y a un certain timing là, quand la première fois en fait qu'une région va se soulever, va faire ce qu'on appelle un uprising, là, va tellement être passez-moi l'expression, en crise, que ses habitants vont se soulever. Ça déclenche là, la distribution de ces cartes stratégies-là ici. On va en reparler quand on va parler là, de l'uprising dans les règles. Alors, essentiellement, il y a 5 cartes disponibles. Chaque joueur va en choisir une dans un certain ordre, en commençant par la personne qui a le moins de points de victoire. Alors, ça sert un petit peu de mécanisme de catch-up. Ça va se produire peut-être au quart de la game, à peu près, pour vous donner une idée du timing. Là. Vous allez avoir joué un petit peu, puis il y a des issues qui vont avoir été gagnés, puis des cubes qui vont avoir été dépensés, puis tout le kit. Là. Au quart de la game, à peu près, ça va triguer. Puis il vous reste là, le 3 quarts de la game à jouer quand même. Là. Puis là, c'est là, je disais, la chasse aux icônes. Là. Mais tu sais, vous voyez, chacune de ces cartes-là là, va vous dire, là, par exemple, cette carte-là ici, bon, ben, le joueur qui a cette carte-là, il fait 1 point de victoire pour chaque icône, chaque token d'industrie qui se trouve sur toutes les issues de tout le monde. 1 point de victoire pour chaque icône là, je me rappelle plus des réparations, je pense qu'il l'appelle, cette icône-là. Encore là, 1 point de victoire sur tous ces tokens-là qui sont sur les cartes de n'importe qui. 1 point de victoire pour chaque icône là, de domination, je pense qu'il appelle l'espèce de planète comme ça, sur n'importe qui. Puis 1 point de victoire pour chaque disque militaire qui demeure en jeu. Fait que, tu sais, le joueur qui a pris ça, ben là, il va checker pour des icônes d'industrie, puis il va checker pour des icônes comme ça, parce que c'est ce qui lui rapporte à lui, au-delà du bonheur, puis au-delà des chiots qu'il peut contrôler, c'est ce qui est important pour lui. Donc, on essaye de regarder les cartes des autres, de pas trop les avantager, mais tu sais, il y a du duplicat là-dedans. Là. Fait que ces deux joueurs-là ici là, gagnent à ce qu'il y ait des icônes d'industrie en jeu, mais ce joueur-là fait 2 points de victoire par icône d'industrie qui est en jeu, par token d'industrie qui est en jeu. Donc lui va être encore plus motivé que celui d'en bas à courir après ces affaires-là. Là.
Et la somme de tous ces points de victoire-là vous donne le total final. Puis laissez-moi aller voir 2 secondes qu'est-ce qui arrive en cas de fameuse égalité. Alors, en cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus haut de bonheur qui gagne. Et s'il y a toujours égalité, c'est le joueur qui contrôle le plus de issues, là. Nombre de issues, pas le total de points de victoire, le plus d'issues. Et s'il y a encore une égalité, là, la victoire est partagée par les joueurs qui restent, là. Puis j'ai oublié de dire, on joue jusqu'à quand? Ben, en fait, dans le fameux issue deck qu'on crée au début de la game, là, qui sont des espèces de cartes, ça, vraiment oversize, là. C'est des cartes un peu uniques, là, tu sais. Elles sont vraiment comme ils sont là dans le module Vassal, là. C'est des cartes en. C'est pas juste des cartes en paysage, là, sont encore un petit peu plus larges, là. Mais bref, à l'intérieur de ce deck-là, ce qu'on fait au début de la game, c'est qu'on prend les 53 issues qu'il y a au total. Il y en a une qui est une issue là, qui signifie la fin de game. On la met de côté. On brasse ce paquet-là. On en met deux sur la table, là, que j'ai bougé là, dans mes exemples, là, mais on met les deux premières sur la table. On met les trois autres dans la salle d'attente ici. On va voir toutes ces mécaniques-là. Puis là, après ça, on va venir mettre 20 issues. On met la fameuse carte qui détermine la fin par-dessus, puis on va venir mettre par-dessus ça les 27 issues qui restent. Alors essentiellement, vous allez passer à travers là, 27 issues, puis à un moment donné, vous allez sortir à un endroit vraiment prédéterminé, vous allez sortir la carte de fin de game, elle se ramasse dans la salle d'attente. On n'est pas obligé de la mettre sur la table, on n'est pas obligé de mettre des cubes dessus puis de la gagner. Pendant ce temps-là, on continue. Mais dès que cet issue-là de fin de game est, est settlé, là, comme on dit, est résolu, si on veut, la game se termine. Si jamais là, ça branle au point que vous réussissez à passer à travers les 20 cartes qu'il y avait en dessous, les 20 issues qu'il y avait en dessous de celle-là, là, puis que vous arrivez pour piger des cartes du deck de issue puis qu'il n'y en a plus, ça aussi, c'est une condition de fin de game. Habituellement, là, même si on n'a pas le décompte des points de victoire, là, il y a quelqu'un qui se considère plus en avance que les autres, qui va finir là, par être proactif envers la carte de fin de game, là. Ou peut-être ça va être quelqu'un qui est tanné de jouer. Ben, bref, quelqu'un va finir par faire un move par rapport à cette carte-là. C'est ça où je trouve, c'est ça que je trouve plate aussi des fois, c'est que des fois on va faire un move pour aller vers cette carte-là de fin de game, puis on va se rendre compte à la fin que finalement on n'était pas aussi en avance qu'on pensait, puis on a perdu, t'sais. Mais c'est nous autres qui a déclaré la fin de la game, tout simplement parce qu'on n'a pas le tally des points de victoire en temps réel. Mais bon, il y a des fois qu'on va faire ça parce qu'on va dire, tu sais, entre guillemets, ça peut juste être pire, tu sais, dans le sens où je suis pas dans une position favorable pour toutes sortes de raisons. Fait que si j'ai une chance, c'est là. Fait que ça, je disais, c'est très très rare. Une fois que cette carte-là elle sort, là, habituellement, il y a au moins un joueur qui saute dessus, puis ça traîne pas trop après ça, là. Fait que voilà pour la petite intro puis les win conditions de Versailles 1919. Évidemment, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer les règles. C'est pas très long, c'est pas un jeu qui est très compliqué, c'est assez simple. Fait qu'attendez-vous pas là, à plusieurs vidéos pour expliquer les règles. Fait que si c'est un jeu qui vous intrigue, si des fois vous vous retrouvez quatre personnes avec le goût de jouer à un jeu historique, puis vous savez pas vers quoi sur quoi vous jeter, poursuivez votre écoute de la playlist, là, vous devriez au moins donner sa chance à Versailles 1919. À plus!